Les amis, quoi de neuf? Et oui, je suis pas tout seul, je suis accompagné. Ironso dans le building. Ironso dans le building. On vient de finir une séance épaule-bras et que vous verrez dans quelques jours, soit sur ma chaîne YouTube, soit sur sa chaîne YouTube. Là, on va se faire un petit question-réponse parce que vous avez été nombreux à nous poser des questions sur mon Instagram et sur ton Instagram. Donc, il y a plein de choses intéressantes à discuter, que ce soit diète, complément, récupération, etc. Donc, on va se faire ça aujourd'hui. Petit question-réponse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, bien sûr, activer les notifications pour ne pas rater notre séance épaule-bras. Et abonnez-vous à sa chaîne que vous retrouverez dans la description ou dans les commentaires pour ne pas rater la deuxième séance qu'on va faire qui sera probablement pec dos. Exactement. À la Arnold. Ça fait plaisir. Ça va être cool. Ok, pas plus de blabla. Première question, vas-y, je te laisse la poser. Ça marche. Alors, on va regarder un petit peu ce que vous nous avez concocté. Qu'est-ce qui est vraiment important? Nombre de séries hebdo ou répétition hebdo? Elle revient souvent celle-là. Je crois que le gars a posé exactement la même question sur mon Instagram. On regardera si c'est le même blaze. Vas-y, je t'en prie. Alors moi, je pense qu'il vaut mieux opter sur un total de reps sur la séance plutôt que de se casser la tête avec les séries. C'est-à-dire que vous pouvez obtenir un total de répétition en 3 séries, en 4 séries, en 5 séries. L'important, c'est qu'à la fin de votre séance, vous ayez ce total de répétition de travail. Moi, j'opte plus pour les reps. Ouais, je suis d'accord. Et je crois bien qu'il y a même des gens qui conseillent un nombre de reps par séance et par groupe musculaire. Putain, je sais plus ce que c'est. Harry, peut-être que toi, tu t'en rappelles. Mais c'est ça, différent le volume musculaire par rapport au nombre de reps. Ouais, il y a un délire de fourchette de répétition par groupe musculaire et par séance. Après, de toute façon, c'est Ouais, mais ça dépend, si tu as dit entre 50 et 60, Ouais. quelque chose comme ça. c'est pas forcément des variables à prendre précisément à la lettre. C'est surtout des choses qu'il faut faire évoluer au fur et à mesure de votre pratique en fait. Mais clairement, le nombre de répétitions, c'est une variable hyper importante parce que c'est lié au volume. Donc, on est tout à fait d'accord sur ça. Oui. Et je crois que c'est la même personne qui a posé la question. Ouais. Je l'ai vu passer juste avant, donc ouais, c'était le même. Vous allez avoir des séries de travail et ces séries de travail vont vous apporter un volume de répétition. Et c'est ce total de répétition qui compte à la fin de la séance. Oui, monsieur. J'ai une question de Anaïs, moi, qui est intéressante. Faut-il aller jusqu'à l'échec quand on veut développer sa masse musculaire? Faut-il aller jusqu'à l'échec musculaire lorsqu'on veut développer sa masse? Je crois que c'est une question que les gens posent toutes les semaines. Très souvent. Toutes les semaines, quand on poste une séance de musculation, et qu'en général, quand on se filme et quand on se montre, moi sur YouTube ou sur Instagram, on se filme en général aller jusqu'à l'échec. Je ne sais pas toi comment tu gères ton entraînement. Perso, je ne vais pas tout le temps à l'échec. Non plus. Je ne vais pas tout le temps à l'échec. Après, en toute transparence, c'est clair que si je poste une série sur Instagram, je vais poster la série la plus difficile. Donc Oui. potentiellement celle où je vais à l'échec. C'est bête à dire, mais ça fait partie aussi du jeu de partager les séries qui sont les plus difficiles. Les plus difficiles, et puis comme on le disait tout à l'heure, ça fait partie du show. On est là aussi pour vous donner de la motivation. Et c'est normal qu'on va poster les séries les plus difficiles, celles où on va jusqu'au bout, donc celles où on va à l'échec musculaire. Absolument. Et pour rebondir, moi je ne vais pas tout le temps jusqu'à l'échec, ou du moins jusqu'à l'échec comme la question le sous-entend, mais en accumulant le nombre de séries et de répétitions, oui, j'atteins un échec musculaire. En fait, ce qui est clair et net physiologiquement, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller à l'échec sur toutes vos séries. D'ailleurs, peut-être que vous n'avez même pas besoin d'aller à l'échec tout court pour développer du muscle. Après, aller à l'échec, ça fait partie aussi du dépassement. Et ça fait du bien, clairement. Ça serait quand même assez chiant d'aller à la musculation et de se dire toutes mes séries, je vais garder 3, 4 ou 5 reps en réserve parce qu'au final, on ne sait jamais jusqu'où on peut aller. Bien sûr. Donc, c'est quand même cool de se dire, OK, je vais faire une séance jambes, je vais me fracasser la tronche, je vais aller jusqu'à l'échec sur ma dernière série, par exemple, de chaque exercice. Non seulement, c'est potentiellement plus intéressant, pas sûr, mais en plus, tu vois jusqu'où tu peux aller. Exactement. Et puis ça permet aussi de monter crescendo en pyramide et d'atteindre un réel poids de travail. Parce que si on se grille sur la première série avec la première charge, on ne va pas aller bien loin. Ouais, carrément. Donc n'allez pas à l'échec sur la première série. Ça, c'est probablement une mauvaise idée. Très bien, à ton tour. Alors qu'est-ce qu'on a? Comment gérer les périodes de démotivation? D'où conservez-vous la passion pour ce sport? C'est toute une histoire, ça, toute une vie.
Comment gérer les périodes de démotivation? Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, elles sont très très rares, hein. Je suis un vrai passionné, un vrai amoureux de ce sport. Ça fait combien de temps que tu fais de la muscu? Ça fait plus de 20 ans. Voilà. Alors, je crois que la messe est dite. La messe est dite. Plus de 20 Ça ans de fait muscu. plus de 20 ans. Après, je suis une exception parce que, comment dire, des ovnis comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Des personnes qui pratiquent ce sport depuis plus de 20 ans avec Non, il n'y en a pas. la motivation toujours intacte, l'alimentation, l'entraînement, etc., etc., il n'y en a pas beaucoup. Du coup, je pense que ça fait partie des choses de la vie, hein, quand on fait quelque chose avec passion. Des fois, on a des périodes où on est à fond, des fois, on a des périodes où on est moins à fond. Et il faut juste aller à la salle, comme je dis à chaque fois. C'est le pas qu'il faut franchir. Une fois qu'on est à la salle, ça glisse. Grave. Et tu l'as bien dit, hein, c'est la passion en fait. Je ne sais pas si je me suis déjà forcé à m'entraîner. Il y a peut-être eu une ou deux fois où j'avais vraiment pas envie d'y aller et j'y suis allé à reculons, mais j'y suis allé quand même. Mais en fait, clairement, moi j'attends avec impatience le moment de ma séance de musculation tous les jours, hein. Je me dis putain, ça va être un bon moment, je vais faire ce que j'aime, je vais me dépasser, je vais m'amuser. Et en gros, c'est pour ça qu'on continue. Moi, ça va faire 15 ans cette année. 15 ans. Donc ça ne date pas d'hier non plus. Après, il y a un autre truc qui peut-être toi aussi te le fait. Moi, des fois, je déconnecte mon cerveau. Je ne me pose pas de questions. Je me dis, OK, j'ai un objectif. Pour atteindre cet objectif, il faut manger ça et il faut s'entraîner comme ça. J'y vais. Je ne me pose pas de questions. Je ne me dis pas, OK, je vais me poser 5 minutes sur le canapé pour regarder une série. Après, je vais aller à la salle. Non. Bon, après, c'est plus facile pour nous parce que c'est notre métier et qu'on baigne dedans depuis très longtemps. Ceci dit, il y a toujours des petits efforts à faire, même à votre niveau, si jamais ce n'est pas votre métier et que vous n'en vivez pas. Tout à fait. Il a résumé un petit peu la chose, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut se fixer des objectifs, que ce soit à court, moyen ou long terme. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Il faut se fixer des objectifs et essayer de les atteindre. Et il faut surtout comprendre comment interpréter ce sport. C'est un sport qu'il faut interpréter comme un lifestyle, comme quelque chose qui va durer. Pas comme quelque chose qui va être éphémère, en 3 mois, j'ai fait ça, je me suis donné à fond, non. C'est quelque chose à voir sur la durée. Donc je pense que voilà, en fixant des objectifs, on peut se remotiver et retrouver la motivation. On est d'accord. J'ai 2 questions intéressantes. La première de Benoît, qui est le plus balèze entre nous deux? Qui sort les pecs là en Moi, face je pense qu'à l'écran, je pense que Nas est plus balèze que moi. Ah, je sais pas. J'ai vu des photos tout à l'heure, le mec rend monstrueux, vraiment. Il y en a déjà qui ont fait la remarque sur ce t-shirt, ils m'ont dit qu'il était trop petit, Nas. Il est temps de le changer. Mets une taille au-dessus, s'il te plaît, parce qu'il est trop petit, c'est un XL. Commencez pas. On peut vérifier l'étiquette tout de suite. C'est un XL, je le remplis, laissez-moi tranquille. Je crois que c'est XL aussi, mon bazar. Là. Non, blague à part, il n'y a pas d'histoire de plus balèze. Quoique, je pense que si on compare le taux de masse grasse et le taux de masse musculaire, il doit avoir une petite longueur d'avance que je compte bien rattraper durant mes 4 prochaines années de pratique. C'est surtout ça qu'il faut, voilà, je pense que c'est ça qu'il faut regarder, c'est-à-dire à quelle étape en êtes-vous? C'est-à-dire si jamais vous êtes à la fin d'une sèche ou si jamais vous êtes en prise de masse, les choses ne sont pas comparables. Maintenant, Nas fait quand même plus de 10 kilos de plus que moi, donc le mec est… Ah, il y a un petit mix, c'est un morceau. Il y a un petit mix de gras et de muscles. En plus, on n'est pas foutu de la même façon. Et du coup, ouais, je sais pas. Ça serait difficile à dire. Dans les commentaires. Ouais, dans les commentaires. Dites-le dans les commentaires. Mais j'ai une deuxième question qui est intéressante et qui rebondit un peu sur ça. Alors, il s'adresse à moi, mais ce sera pour nous deux. Es-tu satisfait de ton physique? Je te laisserai répondre en premier. Je suis satisfait de mon physique. Je suis satisfait de mon physique en termes de volume musculaire. Ensuite, je suis toujours à la recherche de la perfection au niveau de la qualité et au niveau des performances, parce que j'aime aussi faire de la force. Mais en termes de volume, je n'ai jamais voulu aller plus haut que ça, du moins pour l'instant. Ok, c'est pas mal. Moi, pour ma part, ouais, carrément satisfait. Après, on cherche toujours à s'améliorer et je ne sais pas si ça paraît prétentieux ou quoi. J'aime bien mes proportions. Après, ça c'est aussi merci papa et maman avec la génétique. Exactement. Donc merci la proportion, merci les parents. J'aime plutôt bien mes proportions et je suis content d'avoir pu les exploiter comme je les ai exploités. Donc oui, carrément, je suis satisfait de mon physique. Après, clairement, j'aimerais bien me voir un jour très très sec.
juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça pourrait être Il y a pas juste mal. un truc qui me fait peur, c'est de descendre trop bas en termes de poids, tu vois. Quand j'ai commencé à avoir un bon niveau, entre guillemets, je me suis toujours dit, je veux plus descendre en dessous de 90 kg. Ouais. Sauf que on se rend bien compte que quand on fait une sèche, il y a toujours du poids à perdre. Il y a toujours un petit peu de gras à perdre. Et maintenant que je suis à 92 kg, je sais que je peux perdre encore 2, 3, 4, 5, 6 kg et sécher encore plus. C'est très intéressant ce qu'il dit, c'est vraiment très intéressant parce que la plupart des pratiquants ne savent pas s'évaluer. Ils s'imaginent en partant en période de sèche perdre, je ne sais pas moi, 8 kg, 10 kg et ils se rendent compte en chemin qu'en réalité, il y a beaucoup plus à perdre. Grave. 14, 15, des fois 16 kilos. Et c'est ce qui fait peur aux pratiquants. Pour être C'est-à-dire- écorché. Hein, Pour bien être sûr. écorché, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que la balance devient un ennemi. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut plus se fier au visuel, au miroir, ce que le miroir renvoie comme image, plutôt qu'à la balance. Parce que beaucoup de pratiquants arrêtent leur sèche à cause de ça. Ouais, bah sinon tu déprimes. Si tu regardes le poids sur la balance, alors que visuellement tu as l'air plus balèze, tu te dis attends, je fais pas de la muscu pour faire 75 kg. Ouais. Bah, si tu veux être hyper sec, il y a des chances pour que tu doives descendre assez bas. C'est pour ça que très souvent, je suis interpellé dans mes stories Instagram, les mecs me disent mais sérieusement, 79 Jarrison, T'en et fais oui, 95. et oui, mais visuellement, le rendu est fantastique. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'aller jusqu'au bout des choses. Exactement. Tu l'as bien dit. T'as une autre question plutôt cool? Qui a le plus gros tour de biceps? C'est lui. Voilà, la question est vite répondue. Il a une cuisse à la place des bras. Non, je crois que même à chaud, hein, c'est-à-dire après une séance bras, je dois être à 46, quelque chose comme ça. D'accord. Grand max. Hein. Ah, on n'est pas loin, on est Ah, mais je suis plus grand. à 1 centimètre près, Je suis plus grand. Je fais 1m86. Toi, tu mesures combien? 1m80? 1m78. 1m78. Quoique moi aussi, je crois que j'ai rapetissé à cause du squat. Exactement, c'est Il y a- ça. il y a Je faisais 1m80 de Il y a base. peut-être moyen que je fasse plus 1m86 et je me mesurerai la prochaine C'est fois. réel ça les gars. Ouais, c'est réel, hein, 15 ans de squat et toi 20 ans de squat, bah, c'est clair que ça joue sur la colonne vertébrale, hein, ça fait chier. Mais du coup, non, même que ce soit en valeur absolue ou valeur relative, c'est monsieur qui a le tour de bras le plus balèze. Bien joué. Là, je suis jaloux un peu. J'ai une question de Cérine qui est cool. Votre avis sur les cheat meals? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Et combien de fois par mois? Toute une institution. Toute une Toute une institution. Ah ouais, là. Qu'est-ce que t'en penses? Je Alors, donnerai mon avis après. Je vais donner mon avis pour mon cas personnel et mon avis de façon générale. On est tous différents. Il y a une grosse part de génétique et une grosse part aussi de comment votre corps est composé. Je m'explique. Plus vous allez être musclé, moins vous allez avoir de gras et plus votre métabolisme va brûler haut. Et dans ces cas-là, vous pouvez vous permettre des choses que d'autres ne peuvent pas se permettre. Ensuite, il y a une part de génétique, de métabolisme, de base. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes une personne qui a du mal à prendre du poids ou plutôt l'inverse? Il faut prendre tout ça en compte. Moi, personnellement, les cheats, ça fait partie de ma vie. Quand je suis hors période de sèche, il n'y a pas un jour où je ne fais pas un cheat. Ça, c'est pas, oui, c'est pas un exemple à prendre en compte. Attends, répète. Il n'y a pas un jour où je ne fais pas un cheat. Je cheat tous les jours. Attends, quoi? On va me maudire là. Ah ouais, mais là, j'ai pas compris. On va me maudire. Tous les jours? D'où aussi certaines questions par rapport à certaines substances. Même moi, je vais me poser la question là. Oh. Tous les jours, je cheat. Ça fait partie de ma diète. Voilà. Ah, ce moment est incroyable. Ce moment est Ce incroyable. moment est fantastique. T'es sérieux? À toi, monsieur Nas. Ah, mais Qu'est-ce ah que ouais, tu en non, penses? moi, si je cheat tous les jours, c'est terminé. Je me transforme en barrique de gras. Alors, ah ouais, je suis choqué. C'est que je savais même pas. Hein. Je suis choqué. En fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je suis quelqu'un de totalement transparent. C'est-à-dire que je vais rien vous cacher, je vais tout vous montrer. Et très souvent, en fin de journée, vous allez voir mon dernier repas, c'est un cheat. Magnifique. Putain, mais la vie est belle. Hein. La vie est Mais la magnifique. vie est moche pour certains. Hein. Attends, on va faire une petite pause. Il reste de la batterie. 12%. Ok, nickel. Ah ouais, cheat tous les jours. Mais ça, c'est vraiment fantastique. Alors moi, c'est clairement différent. Hein. Je suis obligé de me mettre la misère pour perdre du gras. Après, je ne suis pas à son niveau de masse grasse. Donc peut-être que ça explique le fait que je dois être un peu plus vigilant et un peu plus sérieux. Alors par contre, effectivement, moi, je fais soit des recharges glucidiques
assez régulièrement. Et quand je dis assez régulièrement, ça peut être tous les 4 jours. Donc mine de rien, c'est assez régulièrement. Oui, oui. Sauf que les recharges glucidiques, je ne mange pas plus de lipides, je mange juste plus de glucides. Donc pas de junk food. Ne confondez pas. Ouais, ne confondez Très pas. important. Après, étant donné qu'en ce moment, j'ai pas d'échéance, j'ai pas envie de préparer de compétition ou quoi que ce soit, lorsque quelqu'un me propose un resto, que j'ai envie d'aller manger chez mes parents, que j'ai envie de me faire plaisir, je le fais. Je calcule même pas la fréquence. Et sur certaines périodes, ça peut être un peu régulier. Mais comme j'ai pas d'échéance, je m'en fous que je reprenne 1 kg de gras ou 1 kg d'eau ou de rétention. Je sais que ça sera vite régulé. Donc, j'écoute mon corps. Si vous, demain, vous avez un taux de masse grasse assez élevé, que vous avez un objectif de perte de gras maximal, c'est clair que vous n'allez pas faire de cheat ni toutes les semaines, ni tous les jours, hein, parce qu'il va falloir les mériter. Exactement. Et il va falloir descendre assez bas en taux de masse grasse. Moi, ce que je conseille pour les personnes qui ont un taux de masse grasse relativement élevé, c'est de commencer strict, ensuite d'intégrer pourquoi pas des recharges glucidiques, et puis une fois que vous êtes assez sec, pourquoi pas des cheat meals. Mais encore une fois, ça dépend des personnes. Ça dépend. Chaque cas est différent. Ouais, il y en a, ils font un cheat meal, ils sont ruinés. Ils sont ruinés. Point de vue digestif, sans vous faire de dessin, ils passent leur soirée aux toilettes, ils sont super mal, ils sont fatigués, ils ont mal aux articulations. Si jamais ça vous arrive, ne vous obstinez pas, ne le faites pas. Donc c'est vraiment indépendant. Ouais, ouais. Vraiment, sur ça, il faut étudier le cas par cas. Et on est tous différents. Voilà, je le dirai jamais assez. Sur tous les sujets dans ce sport-là, il faut vraiment étudier du cas par cas. Par contre, je suis choqué sur ce que tu as dit. Attention, hein. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Attention. Ah, je suis choqué, fantastique. Donc si moi aussi je suis à 7% de masse grasse comme toi, je peux faire des cheats. Tu pourras te permettre, mais je vais venir m'installer pas loin d'ici parce qu'il va falloir y aller. Non, par contre, suivez-le sur Insta parce que, ou non, le suivez pas si vous êtes à la diète parce que c'est dangereux. Moi, je vois ton pain perdu là, où tu mets du sirop d'érable dessus, non? Exactement, c'est de la brioche perdue, le paquet entier. Hein. Il a dit ça au calme. Le paquet entier. Donc venez voir, c'est fantastique. Ah ouais, brioche perdue avec le sirop d'érable. À chaque fois, je me dis, j'ai envie de manger ça. J'ai envie de manger la même chose à cause de toi. C'est du 5000 calories là. Oh là là, incroyable, incroyable. Après, tu as l'entraînement qui va avec. Oui. 7 jours sur 7, plus cardio. Voilà. À un moment donné aussi, la dépense énergétique par jour, elle est énorme. Donc oui, il y a un bon métabolisme, mais il y a des efforts qui sont faits. 7 jours sur 7, cardio et muscu. Ouais, donc ça c'est intéressant. Tu as une autre question, c'était à toi? Qu'est-ce qu'il nous demande? Quand on arrive à 25 minutes d'enregistrement, tu me fais signe, Harry? Alors, Ironso, pourquoi privilégies-tu le split classique à un upper-lower pour lisser ton volume? Alors, je ne sais pas ce que tu as voulu dire à la fin. Donc, pourquoi je privilégie le split à l'upper-lower? C'est ça la question. Parce que... Je déteste le upper-lower. Je déteste ça, ouais. J'ai besoin quand même de pouvoir me concentrer sur ce que je fais à 100%. Et upper-lower, j'y arrive pas. Je pense que mes séances dureraient 3 heures. Je voudrais tellement exploiter chaque muscle, c'est un format qui me correspond pas. Sachant que je suis capable de faire une séance d'épaule d'1 heure. Alors qu'une séance d'épaule, on peut la boucler en une demi-heure. Donc tu imagines bien, si je fais upper-lower, combien de temps je vais passer à la salle. C'est un format qui m'a jamais plu. Tu m'étonnes. Moi, j'ai dû le tester. Si, je l'ai testé quand même certaines fois pour voir ce que ça donnait. Hein, et j'ai jamais été très à l'aise avec le upper-lower. Je préfère le push-pull legs largement. Ou même un programme du genre épaule-bras, ce que je fais actuellement. Pec dos et puis jambes. Donc, c'est un travail assez général pour travailler plusieurs groupes musculaires en une séance, mais assez détaillé pour travailler assez longuement un groupe musculaire en question. Ouais. Moi, j'ai fait du split traditionnel pendant des années, puis je suis passé au push-pull leg, format qui m'a vraiment plu. Une fois que j'ai acquis assez d'expérience, c'était quelque chose qui me convenait. Et puis j'ai testé il y a quelques années aussi agoniste, qui m'a plu aussi, comme dos pec, biceps, triceps. Voilà, ce type d'entraînement-là où vraiment je peux aller à fond sur mes groupes musculaires. Ouais, c'est intéressant. Après, il y en a beaucoup qui se posent la question de ce format d'entraînement.
Testez-les. En fait, on en parlait Ben ouais, encore ouais. dans la séance qu'on a fait. Testez. Vous ne pouvez pas savoir si ça peut vous correspondre ou pas sans tester. Et si effectivement il y a des personnes qui sont réceptives au split comme nous ou au push-pull legs, il y en a d'autres qui peuvent apprécier le full body, le upper lower en fonction aussi du nombre de séances que vous faites par semaine Et des objectifs. et des objectifs. C'est toujours pareil. Donc testez pendant quelques semaines, mais c'est clair que on en a encore discuté. Les gens ils ont plus le temps, hein. Ils sont impatients et ils ont plus le temps de se dire ok je vais rester 8 semaines sur le même format d'entraînement, sur la même diète potentiellement, les mêmes exercices, voir ce que je ressens. Et après, faire les modifications nécessaires. Ils ont envie de changer tous les 8 jours. Sachant que 8 semaines, c'est le minimum. C'est pas beaucoup, ouais. Vraiment, 8 semaines, c'est le minimum sur un format d'entraînement. Pour voir un petit peu ce que vous pouvez en tirer, c'est le minimum. On est d'accord. Clairement, faites pas moins. Enfin bref. J'ai une question intéressante. De Mousse. Physiquement, moralement, est-ce que vous vous sentez mieux en sèche ou en prise de masse? Ça, c'est cool de poser ce genre de questions. Et moi, c'est quelque chose dont j'ai parlé assez souvent parce que vous m'avez vu à un poids de corps beaucoup plus haut que ça. J'ai dû monter sur certaines périodes jusqu'à 110 kg. Ah ouais, quand même. Ah ouais, donc 18 ou 19 kg de plus que là. J'étais fat, hein. Ouais. J'étais bien fat. Et du coup, je sais un peu ce que ça donne. Je sais quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des situations. Donc clairement, c'est différent. Alors, physiquement, en fait, encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients aux deux situations. Quand je fais plus de 100 kg, je peux apprécier ce que je mange. Enfin, je peux avoir plus de liberté dans ce que je mange. Je ne suis pas contraint de m'entraîner autant pour maintenir une condition physique. Donc du coup, ça me libère plus de temps pour d'autres loisirs. Hein. Sortir avec des amis, me concentrer un peu plus sur mon boulot, je ne sais pas, faire ce que j'ai envie de faire. Et moralement, je n'ai pas trop de questions à me poser par rapport à ça. Après, quand j'ai un taux de masse grasse plus bas et que je suis plus léger, effectivement, c'est plus agréable dans un certain sens parce qu'on a cette sensation du travail accompli. Satisfaction. Cette satisfaction. Hein. On se dit, ok, j'ai construit mon physique pendant 10, 12, 15, 20 ans, je vois le résultat, je suis content, j'apprécie. C'est ça. Et même si ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande de passer du temps à la salle, ça demande de passer du temps dans la cuisine, même si ça demande beaucoup de sacrifices, mine de rien, c'est satisfaisant. Donc, je ne saurais pas choisir en fait, parce que les deux sont très différents et mine de rien, satisfaisants dans une certaine mesure. Je ne sais pas, toi, c'est quoi ton rapport avec la sèche et la prise de masse? Disons que, vu que j'ai jamais fait de concours de ma vie, la sèche dans l'année, c'est mon concours. C'est-à-dire, c'est mon moment où je me challenge. Alors, il y a d'autres moments où je me challenge pendant la prise de masse. C'est par exemple pour les perfs. En prise de masse, les perfs, elles sont incroyables. Je suis beaucoup plus à l'aise. Mes tendons, mes articulations, ils sont entourés d'un peu plus de gras. Donc, du coup, je suis plus à l'aise. Je suis mieux pour la performance. Je suis un peu plus lourd aussi. Mine de rien, l'effet de levier, il est meilleur. Donc du coup, je kiffe les deux. J'ai mon moment où je me challenge, donc c'est la sèche, et j'ai dans l'année la force nécessaire pour faire mes perfs. Donc ouais, je kiffe les deux. Et on va dire que la restriction alimentaire de la sèche, c'est pas quelque chose que je crains, puisque comme je viens de vous le dire, tout le reste de l'année, au niveau de l'alimentation, ça va. Ouais. J'ai pas à me plaindre, quoi. Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de restrictions en termes de cheat, tout ça. Donc, 3 mois dans l'année, ça ne va pas. Et puis, tu as un objectif. Donc, Et au t'as un final, objectif. tu le suis, quoi. On en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'objectif. Tu le suis, aussi simple que ça. Après, si vous avez un doute, encore une fois, la meilleure façon de savoir ce que ça fait, c'est d'essayer. C'est d'essayer, ouais. Et même si je ne suis pas partisan de recommander à tout le monde d'avoir comme objectif d'être à 8% de masse grasse toute l'année. Non. Par contre, le faire une fois dans sa vie, lorsque vous aimez la musculation et que c'est quelque chose que vous avez envie de faire pendant un moment, ça apprend, mine de rien, plein de trucs. De ouf. Ça vous apprend à comment vous gérez la restriction alimentaire, comment vous gérez la fatigue. Est-ce que vous allez être plus chiant avec votre entourage? Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment imbuvables en sèche. Il y en a qui font subir. Hein. Ouais, qui sont désagréables. Mais ça, tant que vous ne l'avez pas essayé, vous ne pouvez pas le savoir. Et si jamais la sèche, ce n'est pas quelque chose qui vous correspond, je peux vous dire que vous allez encore plus apprécier vos périodes classiques où vous avez un poids de corps un peu plus haut. Et du coup, ça vous fera apprécier différemment non seulement ce que vous mangez, aussi les séances d'entraînement et puis les rapports sociaux que vous avez avec votre entourage. Donc ça peut être intéressant. C'est vrai. Moi, je peux dire que quand je suis en restriction alimentaire
et que je mange chez mes parents un plat que ma mère elle a fait, C'est super. bah, déjà je passe du temps avec ma famille, des gens que j'aime, C'est etc. super On agréable. mange quelque chose de bon tous ensemble, mais c'est fantastique. Alors qu'il y a plein de personnes qui sont tellement flexibles, ou je veux dire qui sont même pas, qui se foutent complètement de leur diète, et ben on arrive à même plus apprécier ces moments-là où ils mangent des trucs simples. Ben, je rebondis. En hiver, je disais tout à l'heure que je cheatais tous les jours. En hiver, j'ai beaucoup moins envie de cheater parce que j'ai cette liberté totale. Donc du coup, en fait, je me rends compte que je cheat beaucoup plus en réalité en période de conditionnement qu'en hiver. Parce qu'en hiver, c'est open bar, je peux manger un peu tout ce que je veux, en conservant mes macros évidemment, mais voilà. Alors qu'en sèche, non. Il y a cette restriction et il faut faire attention. Donc du coup, ben, quand tu cheats, c'est un plaisir. Ok, du coup, on va finir cette vidéo, je pense, avec la question qui a été le plus posée. Hein. Peut-être même sur ton Instagram aussi. Moi, sur le mien, j'ai dû avoir une trentaine de personnes qui ont posé cette question. Alors, c'était votre avis sur les stéroïdes. Est-ce que vous êtes vraiment naturel? Est-ce que vous avez déjà consommé des produits dopants? Et patati et patata. La fameuse question. La fameuse question. Toi, le premier. Moi, alors la dernière fois que j'ai répondu à cette question dans une vidéo, je me suis fait exploser. Et je pense que je vais continuer à me faire exploser pendant plusieurs mois. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Hein. Et c'est cool de pouvoir aborder aussi ce genre de sujet. Parce que moi, perso, j'en parle pas souvent sur mes chaînes, sur ma chaîne YouTube. Parce que je préfère transmettre des conseils sur la muscu, tu vois, sur l'entraînement. Et puis même, je veux dire, pour parler vraiment de ce type de sujet, moi personnellement, hein, il faut que je sois expert pour donner vraiment un avis. Ouais. Et je ne suis pas du tout un expert dans ce domaine. Donc, il vaut mieux que je me taise que de dire des conneries. Et donc, qu'est-ce que tu réponds? Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes qui te disent « mais c'est pas possible d'avoir ton physique naturellement » Bon, déjà, je suis... Parce que disons-le, hein, tu n'as jamais rien pris et tu es naturel. Je pense que là, vous nous voyez tous les deux, parce qu'on me voit rarement avec un autre athlète de ton niveau, par exemple. Vous nous voyez tous les deux à la caméra, donc vous pouvez juger de mon physique à côté de celui de Nassim. Parce que c'est vrai que quand on me voit tout seul, les mecs, des fois, ils ont l'impression que je pèse 90 kg sec, ce qui n'est pas du tout le cas. Je pèse moins de 80 kg sec. Donc, je pense que c'est quelque chose, au bout de 20 ans d'entraînement, qui est relativement accessible, je pense. Ouais, c'est pas des stats délirantes. Voilà, 1m78, 79 kg, c'est clairement loin d'être délirant. Ensuite, on me surnomme le fake Nachi sur les réseaux. C'est un compliment, ça. Voilà. Moi, j'ai décidé de prendre tous ces commentaires comme des compliments. Parce que, vu le travail accompli depuis 20 ans, qu'on me dise aujourd'hui que j'ai le niveau d'un dopé, pour moi, c'est un compliment. Alors très souvent, quand je parle de poids de corps, on me dit oui, mais le poids de corps, ça ne veut rien dire. On me parle ensuite des charges que je soulève. Alors par rapport à mon poids de corps, je soulèverai des charges extrêmement lourdes. Je pense que vous êtes mal renseignés, les gars, parce que je pense que des gars de 80 kg, vous ne savez pas ce qu'ils sont capables de soulever, réellement. Ah, il y a des monstres. Il y a des monstres. Des monstres qui s'entraînent depuis 5-6 ans, qui font du squat à 200 kg, à 80 kg. Il y a des monstres. Donc clairement, c'est pas délirant. Donc moi, j'ai 20 ans d'entraînement. J'ai toujours été relativement tourné vers la performance. Donc ça veut dire quand même que j'ai eu assez de temps pour exploiter ce genre de mouvement. C'est vrai que je dois sûrement être quelqu'un de fort, de doué, tu vois. Je ne m'en cache pas. Mais de là à parler de stéroïdes et de dopants, il y a une vie. Parce que sans me vanter, les gars, si jamais j'avais fait appel à ce genre de protocole, je ne pourrais pas m'en défendre. Mon physique, il serait totalement différent et mes perfs seraient totalement différentes. Il serait énorme. Il Vraiment. serait énorme. Après, il y a comment dire, il y a presque un folklore entre guillemets, parce que il y a beaucoup de gens qui lancent ces accusations, etc. Ils n'ont pas assez d'expérience en muscu. Ouais. Quand tu t'entraînes pendant 6 ans, presque tous les jours, bah, tu te rends compte en fait que tu développes un bon physique. Oui. Si tu ne fais pas n'importe quoi. Tu te rends compte que tu développes un bon physique. Et je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui a par exemple 8 ans de musculation dans les pattes et qui trouverait notre physique incroyable. Non, il va se dire, ouais, ben en fait, ils sont pas exceptionnels. Ils ont un bon physique, certes, mais totalement justifié par autant d'années de musculation. Exactement. Donc c'est clair qu'il y a un petit décalage. Si vous faites de la muscu depuis 6 mois et que vous voyez notre physique, c'est clair que pour vous, il va vous sembler à des années-lumière et peut-être même inatteignable. Si vous faites de la muscu depuis 5, 6, 7, 10 ans, bah là, tout de suite, vous allez vous dire, ouais, mais en fait, non. Je suis d'accord. En fait, non, il y a moyen. À partir du moment où on commence à connaître ce sport et qu'on l'a pratiqué dans les règles de l'art,
Je ne parle pas de personnes qui ont abandonné trop tôt. Je parle vraiment de personnes qui ont pratiqué ce sport et qui savent de quoi on parle. La question ne se pose même plus. La personne va juste se dire, il a eu de la chance d'avoir une bonne génétique et de ne pas se blesser durant cette longue période de 20 ans de pratique. Je pense que c'est vraiment ça, moi, mon atout premier, c'est d'avoir résisté au temps. Tu vois ? Parce que 20 ans de pratique à ce niveau-là, j'en connais pas beaucoup. Et c'est ce qui m'a permis de développer un physique de qualité et d'atteindre aussi ce genre de performance, le temps. Oui, carrément. De toute façon, demandez dans votre salle de sport où vous vous entraînez. Essayez de voir le nombre de personnes qui s'entraînent depuis 20 ans régulièrement. Il n'y en a pas. Les personnes qui s'entraînent depuis 15 ans régulièrement, il n'y en a pas, ou très très peu. Il y en a peu, ouais. Des personnes qui s'entraînent depuis 10 ans régulièrement, il n'y en a pas, ou très très peu. La plupart des pratiquants, ils vont s'entraîner pendant peut-être 3 ans en faisant n'importe quoi, ils n'ont pas de résultat, ils abandonnent et puis après ils accusent toutes les personnes qui sont un peu plus musclées. Donc en fait, c'est rare de trouver des gens qui s'entraînent régulièrement depuis très longtemps. Et en fait, on se rend compte que quand on le fait, on arrive à développer un physique plutôt balèze. Et moi, je pense que si je devais descendre encore à un taux de masse grasse qui se rapprocherait du tien, je serais probablement à 85 kg. Et je pense que visuellement, à ce moment-là, on te traiterait aussi de fake natif. Il y a moyen, ouais. Mais quand tu regardes les stats, 1m86, 85 kg, c'est pas délirant, quoi. Mais visuellement, il rendrait tellement incroyable, tellement de qualité que… Après, il faut que vous réalisiez un truc. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent en notre faveur. Premièrement, forcément, il y a la génétique. Deuxièmement, il y a le cercle vertueux qui est créé par ça, parce que quand tu as une bonne génétique, tu as des résultats. Quand tu as des résultats, tu as envie de t'entraîner. Quand tu t'entraînes, tu as des résultats. Et étant donné que tu as une bonne génétique, tu as encore de meilleurs résultats. Forcément, tu n'as pas envie de t'arrêter. Deuxièmement, ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, c'est les photos les plus jolies. Ah oui. Moi, quand je me réveille, je ne ressemble pas aux photos que je poste sur Instagram. Oui. Et ça fait partie du jeu. Il y a une bonne lumière, je suis congestionné, je prends la pause, etc. Donc ça, clairement, je montre mon physique. On en parlait tout à l'heure. Je montre mon physique à son avantage. Et je pense même que si je faisais une comparaison entre quand je me réveille et quand je suis congestionné, il y en a certains qui seraient même prêts à dire que 15 ans de muscu pour avoir le physique que j'ai au réveil, c'est pas terrible. Ou qu'il y a eu un Photoshop entre les deux photos. Qu'il y a eu un Photoshop. Ouais. Donc c'est pour dire à quel point des fois les réseaux sociaux ne sont pas très cohérents. Franchement. On pourrait me traiter de lambda le matin et de dopé le soir après une séance de musculation. C'est pas faux tout ce qu'il dit tout à l'heure, on en parlait parce qu'on cherchait une très jolie lumière pour faire des miniatures. On l'a trouvé. C'est l'envers du décor. Et ça fait partie du jeu, évidemment. Lorsqu'on se met en avant, on ne va pas se mettre en avant avec la photo la plus moche. Ah non. On va se mettre en avant avec la photo la plus motivante, si je puis dire. Bien sûr. Et puis voilà, pour terminer sur cette question, j'ai envie de vous dire, trouvez une personne qui tient une jet depuis plus de 2 ans, trouvez une personne qui s'entraîne avec les bons principes en respectant la surcharge progressive depuis plus de 2 ans, sachant que moi je le fais depuis 20 ans, Nas depuis 15 ans. Et si jamais vous trouvez ça, écoutez, posez-lui la question et regardez son physique. Ouais, ça va être très révélateur rapidement. Bon, on est pas mal, on a fait le tour de la question là. Ouais, c'était cool. Ouais, c'était cool. On a, je pense, une vidéo assez longue, donc c'est très très bien. On va vous donner rendez-vous sur ma chaîne dans quelques jours, je pense mercredi prochain pour la séance, soit pec dos, soit épaule bras. On verra ce qu'on décide. Et puis sur ta chaîne, pour les 2 autres vidéos, je crois qu'il y aura un petit vlog. Il y aura un vlog, une petite découverte de Lyon. Ouais, un petit vlog plutôt cool. Et puis la deuxième séance que moi, je n'aurais pas postée sur ma chaîne. Vous avez toutes les infos dans la description. Merci pour d'avoir joué le jeu. Frérot, c'était un plaisir. Il faut qu'on mange par contre, parce que j'ai la dalle, un truc de fou. La fenêtre anabolique, c'est important. Son cheat meal quotidien, je peux te dire qu'on va le faire ensemble ce soir. Et demain, pour la séance pec dos, on va être ramasse. Yes, baby. Mais oui, ça fait du bien. Merci les amis. À bientôt. Bu.